Nous sommes avec André Loez, docteur en histoire, prof à Sciences Po, qui est là pour vous répondre, qui a publié en octobre chez Albin Michel un carnet du centenaire. Bonjour à vous. Bonjour. Les Français sont tous sollicités cette semaine par les archives, par la Bibliothèque nationale pour envoyer tous les documents qui se rapportent à 14-18, tout ce qui dort dans vos greniers, dans vos tiroirs, peut-être en ce moment, pour se souvenir, pour partager, pour ne pas oublier. Ensemble, on va parler de tout cela. En ce 11 novembre, coup d'envoi des cérémonies pour le centenaire de ce qui devait être la DER des DER. Mais d'abord, puisque nous sommes rattrapés par l'actualité, puisque nous sommes en direct, je vais vous demander votre regard d'historien, André Loez, autour de ces huées, de ces manifestants qui ont choisi ce jour en particulier et ce cortège de François Hollande sur les Champs-Élysées pour réagir. Votre D'abord réaction pour à vous? dire que c'est très rare, hein, c'est à ma connaissance inédit au cours des cérémonies du 11 novembre qu'un président soit ainsi mis en cause, y compris au moment même où il dépose une gerbe devant l'Arc de Triomphe. Et puis la deuxième chose, c'est que évidemment, je pense qu'on peut dire que les gens qui utilisent ce mode d'action-là se déconsidèrent, en tout cas pour parler au nom de la France, ou en tout cas pour exprimer des idées liées à la nation, parce que c'est précisément le moment où la nation est rassemblée pour l'hommage à ces victimes du conflit. On a 10 minutes en votre compagnie, André Loez. On a Antoine tout de suite sur europe1.fr qui nous écrit et qui nous demande si depuis 100 ans, on arrive toujours à apporter de nouveaux récits, de nouveaux témoignages, de nouvelles versions de l'histoire. Ce que vous faites dans ces carnets d'ailleurs. Oui, ce qui est étonnant avec la Grande Guerre, c'est qu'elle n'en finit pas de ressurgir, et elle n'en finit pas de ressurgir aussi à travers tous ces documents que beaucoup de familles retrouvent parfois dans des greniers, mais parfois en achetant une maison, il arrive qu'on trouve comme ça des traces léguées par une autre famille. Et donc, ces documents sont travaillés par les historiens. Ce qui est intéressant, c'est que depuis une trentaine d'années, ce ne sont plus seulement les textes des grands écrivains, on connaît tous, hein, Genevois, Barbus, ces grands romans et ces grands témoignages, mais ce sont aussi les documents de poilus ordinaires qui émergent, de gens avec une éducation moins aboutie, mais qui malgré tout disent leur guerre et nous disent des choses encore intéressantes à lire aujourd'hui. Alors, des questions dans le studio d'Europe 1 pour vous, André Loez, monsieur. Oui, bonjour. Je me demande tout simplement si l'aspect cérémonial, justement, est la meilleure façon de transmettre cette mémoire, notamment auprès des jeunes. Je ne pense pas que ça leur parle beaucoup, ça peut leur paraître pompeux. C'est important, il faut le faire, mais je ne pense pas que ce soit la façon la plus Vous pédagogique trouvez ça de un le peu faire. désuet? Désuet, non, je pense que c'est important, mais justement pour transmettre cette mémoire à ceux qui en sont finalement le plus loin, c'est-à-dire les jeunes, est-ce Oui. que c'est la meilleure façon de s'adresser à eux et de transmettre cette mémoire? Très bien. Alors, André Loez, vous qui en plus êtes enseignant. Oui, alors je pense que vous avez raison, et une chose qui me paraît importante à dire pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce centenaire n'est pas un centenaire piloté par l'État qui se résumerait à des cérémonies avec des gens s'inclinant devant les drapeaux autour des grands monuments. Évidemment, c'est présent, mais ce qui va surtout être présent, c'est une formidable mobilisation venue des communes, venue des localités, venue des enseignants, venue des passionnés. Il y a des milliers de projets littéralement qui sont lancés au cours de ce centenaire. Il y en a, je crois, 1 millier qui ont été labellisés par la mission du centenaire. Donc en réalité, des pièces de théâtre, des expositions, des concerts, des organisations, des actions pédagogiques, etc. Tout ça va avoir lieu. Ce qui fait que c'est un centenaire venu d'en bas qui va trouver, je pense, qui va inventer, je le souhaite en tout cas, des modes de transmission originaux. Avec Benjamin sur Facebook qui nous dit le devoir de mémoire, oui, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées surtout en priorité. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Moi, je suis toujours un peu réticent avec ce terme de devoir de mémoire parce que ça fait penser au devoir scolaire qu'on n'a pas toujours envie de faire. Alors que la mémoire, ou l'histoire en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir s'approprier, y compris avec plaisir. Ça peut être intéressant de se plonger dans ce passé, pas parce qu'on est forcé à le faire, parce qu'il y aurait un devoir un petit peu pénible comme ça, qu'on rappellerait et on culpabiliserait les gens qui ne le font pas, mais parce que précisément ces événements du passé peuvent quand même nous poser des questions qui sont des questions intéressantes sur aujourd'hui le rapport à l'armée, le rapport à la nation, le rapport à l'obéissance. C'est des questions d'actualité. Et vous questionnez justement l'actualité ici dans le studio, madame. Oui, bonjour, Bonjour. Dominique. Bonjour Dominique. Je voudrais savoir comment sensibiliser les jeunes à la mémoire des anciens. Et puis éventuellement, pourquoi pas aller sur les plages de débarquement, enfin bon, discuter avec eux. Faire du ludique en voilà, plus du tout à fait. professoral. c'est ce Oui, que tout à fait. vous Oui, alors considérez, André Loez. même si en fait les visites des champs de bataille sont pas toujours ludiques, mais en tout cas elles rendent prégnantes les choses. Et effectivement, moi ça m'est arrivé fréquemment d'emmener des étudiants ou des élèves de première, de terminale sur les champs de bataille de la Grande Guerre, et puis se rendre compte qu'en marchant dans un champ du chemin des Dames par exemple, ou de Verdun, en se penchant dans la terre, on trouve des éclats d'obus, et ces éclats ils les ramènent, ils les montrent après à leurs copains, et c'est quand même quelque chose là qui fait percevoir. Alors évidemment, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut derrière expliquer, il faut derrière avoir un discours pédagogique construit pour évidemment ne pas s'arrêter juste à ce type de découverte. Mais effectivement, il y a des modes de transmission qui doivent être renouvelés pour que cette histoire soit transmise. Mais je vous rassure sur un point, c'est que globalement, les élèves sont très intéressés par cette histoire. Les nouvelles technologies, j'y pensais parce que vous parlez de nouveaux modes de transmission, c'est vraiment très fort ça, dans ce nouveau relais d'histoire, d'information.
Alors c'est fort et en même temps je pense qu'il faut aussi faire attention, je dirais, à ne pas trop banaliser. Je pense récemment au musée de la Grande Guerre de Meaux qui a eu l'idée de créer un faux poilu sur Facebook et ce poilu, voilà. Là on va trop loin pour vous. Disait, bon, moi personnellement c'est pas quelque chose qui Parce qu'il n'y en a plus de poilus, hein. Il n'y a plus de survivants. Évidemment il n'y en a plus, mais on a des textes authentiques et très beaux. Du coup, créer un poilu virtuel sur Facebook, ça me paraissait pas forcément la meilleure idée. Donc je pense que les nouvelles technologies, évidemment, elles doivent trouver leur place, mais là aussi en étant pensées, pas simplement comme un coup de pub, mais comme quelque chose qui soit réellement réfléchi. En tout cas, elles vont nous aider en attendant à numériser justement toutes ces archives que vous avez peut-être chez vous toute la semaine. Grande collecte jusqu'à samedi dans 70 lieux de mémoire. On a Benko sur Facebook qui nous dit qu'il est essentiel ce devoir de mémoire pour que chaque génération comprenne qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs et surtout, c'est notre histoire qu'il faut relayer. Est-ce que vous pensez que c'est l'histoire nationale qu'il faut relayer ou aussi l'histoire internationale? Cette grande guerre a touché les continents et de nombreux pays. Alors je pense que votre question elle est au cœur des enjeux de ce centenaire. Longtemps, la guerre de 14, on l'a envisagée sous l'angle national. Mais on se rend compte en fait qu'il y a deux autres échelles très importantes. L'échelle locale, aussi bien dans les régions du front qui ont connu la guerre que dans des régions éloignées du front, mais où la mémoire peut être très forte. Je pense à la Bretagne par exemple, ou à la Corse. Il y a une mémoire de la guerre parce qu'on sent que ça a dévasté des communautés entières. Et puis aussi l'échelle internationale. On va se rendre compte en 2014 que des gens vont venir du monde entier en France, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Africains, des gens d'Europe de l'Est qui vont venir parce que leurs aïeux sont morts sur cette terre, parce qu'il y a eu cette expérience-là pour ces pays, et on va se rendre compte de la dimension mondiale de cet événement. Alors, on a encore une question. Mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour. Cassandre. Je me demandais, en voyant cette cérémonie du 11 novembre, que c'est une cérémonie un peu plaquée. Vous avez quel âge, Cassandre ? 15 ans. 15 ans. On sait ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Donc je me demandais si ce devoir de mémoire un peu machinal empêche vraiment l'oubli. Non, encore une fois, je pense que ces cérémonies, elles ont leur raison d'être et elles existent. Il y a un long enracinement depuis 1920 de ce 11 novembre. Ils réunissaient des foules lorsque les anciens combattants étaient présents en masse dans la société dans les années 20 et 30. Bien évidemment, ça ne peut plus être le cas. Lazare Ponticelli, le dernier poilu, est mort en 2008. Donc forcément, ces cérémonies-là ne sont plus, je pense, le meilleur vecteur de transmission. Mais alors, puisque vous avez une jeune fille face à vous, là, quel peut être le meilleur... D'abord, mademoiselle, à 15 ans, qu'est-ce que vous attendriez aujourd'hui de ces événements, ces commémorations? Justement, je sais pas, mais je réfléchissais justement au fait qu'aujourd'hui ce soit un jour férié. Je me disais que ce serait peut-être un petit peu plus... c'est un peu contre-productif d'en faire un jour férié où les lycéens vont pas à l'école, justement. Peut-être, au contraire, faire une journée spéciale là-dessus, pour peu que notre école ait un rapport avec cette guerre, qui raconte un petit peu le passé et tout ça. Je pense que les lycées ont pas mal de choses à faire de ce côté-là. C'est une jolie idée, André Loz. C'est vrai, je suis pas sûr qu'elle soit populaire auprès de tous les lycéens. Le rallongement de l'année scolaire les rarement. Doivent se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ceci dit, ça a été longtemps un rituel et ça l'est encore dans certaines localités, notamment des communes rurales, de faire venir les enfants des écoles autour des monuments aux morts et d'en faire un moment de partage civique. Bon, je pense qu'il y a une dimension qui est fondamentale et que notre société, par certains égards, perd un peu de vue, c'est la dimension de l'écrit. Les poilus et les combattants au sens plus large et les témoins de l'époque, on pense aussi aux femmes évidemment, ont laissé des textes qui sont des textes souvent magnifiques. Et le 11 novembre peut aussi être un moment pour prendre un moment dans tout ce flux d'informations et d'écrans qui nous assaille en permanence, un moment de lecture et un moment de remémoration à travers des textes souvent très puissants de cet événement. Bon, on verra qui vote pour la proposition de Cassandre dans ce studio, 15 ans, qui est très intéressante. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour. Que représente le 11 novembre aujourd'hui ? C'est un petit peu ce dont on est en train de parler, le moment où on doit se remémorer d'un événement désormais assez lointain. Le 11 novembre, son sens a changé parce qu'une loi de 2012, il me semble, en a fait la journée pour tous les morts, pour la France y compris, des guerres récentes et des théâtres d'opérations lointains. Ouais. C'est une loi qui a été discutée par beaucoup. On l'a un peu oublié d'ailleurs, l'extension de cette journée. Oui, mais ça a été rappelé parce que François Hollande, tout à l'heure, a honoré la mémoire des 7 soldats morts au Mali, si je ne me trompe pas. Il reçoit actuellement les familles. Alors évidemment, ça pose malgré tout des questions parce que est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la guerre de 14 qui a duré 4 ans, qui a concerné 8 millions de Français mobilisés dans une armée de conscription avec un service militaire obligatoire. 900 morts français par jour. Tout à fait. Et puis des opérations récentes sur des théâtres extérieurs pour des raisons autres que la Grande Guerre et avec une armée de métier. Les mettre sur le même plan, ça pose question. On peut se demander si là, il n'y a pas un risque de confusion entre la mémoire, justement, l'histoire, et puis l'actualité.
Cette grande guerre, événement d'histoire universelle, je vais vous rappeler quelques chiffres quand même qui relatent le quotidien et l'horreur des tranchées par exemple. Cette jeunesse qui est partie au front, tous ces Français, 1 400 000 Français, plus d'un quart des 18-27 ans sont morts dans ce conflit, 900 morts par jour pendant 4 ans et demi. Au total, dans les pays engagés dans cette guerre, 9 700 000 militaires tués, 9 millions de civils, 21 millions de gueules cassées. C'est un véritable massacre. On a Rémi sur Facebook qui témoigne et qui dit que ses arrière-grands-parents ont vécu, ont assisté à cette première guerre mondiale, mais qu'ils ont été évidemment très marqués et qu'ils n'ont jamais souhaité raconter cette période terrible pour eux. C'est arrivé, ça, dans vos recherches, de voir qu'il y avait ces blocages, je dirais qu'il y a les deux. Il y a les deux. En famille, il y a souvent le silence, effectivement, et parfois un silence qui pèse et que à la deuxième ou troisième génération, on tente de briser. Et des gens qui aujourd'hui sont des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, se penchent sur ce passé, tiennent d'ailleurs des blogs, c'est assez intéressant en ligne, il y a des blogs qui suivent des régiments à la trace, c'est le régiment du grand-père souvent. Et inversement, il y a quand même des fortes prises de parole parce que ces anciens combattants, beaucoup ont voulu témoigner par leurs textes et beaucoup aussi ont voulu se rassembler. Et donc d'un côté en famille, souvent c'est vrai qu'on ne disait pas tout, mais par contre entre soi, entre anciens combattants, et bien là, notamment au moment du 11 novembre, mais pas seulement, il y avait une parole qui pouvait se libérer et ces hommes essayaient sans doute de se libérer du fardeau du souvenir. Il ne faut pas oublier non plus le traumatisme psychique, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à quantifier, on ne pourra pas dire il y a eu tant de traumatisés, mais les soldats qui ont fait des cauchemars, après la guerre, ils étaient des dizaines de milliers. Il y a des documents exceptionnels dans votre ouvrage La Grande Guerre, carnet du centenaire chez Albin Michel, André Loeuse. Le temps qu'on rejoigne Marie au 39-21 qui nous appelle, je vais simplement faire un petit test dans ce studio. Qui a chez soi des archives, des témoignages de cette Grande Guerre à la maison? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Il n'y en a pas ici. Il faudra mieux chercher dans les greniers. Non, il faudra chercher quand même pour cette grande collecte. Alors on a Marie qui nous rejoint 39-21 pour interroger notre historien sur ce devoir de mémoire. Est-il essentiel pour vous? Bonjour Marie. Bonjour. On vous écoute. Ma question est la suivante. Si on considère que le devoir de mémoire est secondaire ou moins important qu'il n'était il y a quelques dizaines d'années, cela ne revient-il pas à minimiser les conséquences des décisions passées, ayant conduit à de nombreux morts avec tous les chiffres que vous avez rappelés il y a quelques secondes? André Loeuse. Oui, je pense que c'est pour ça que pour moi, plus que de devoir de mémoire, il faut parler de devoir, en tout cas de travail, d'histoire et de compréhension, parce qu'on peut rappeler tous ces chiffres, mais si on n'explique pas ce qui les a causés, finalement, ça restera des chiffres comme ça, bruts, et on déplorera les morts, évidemment, on peut tous être d'accord là-dessus. Ce qui me paraît plus important, c'est effectivement d'essayer d'apporter des réponses, de dire pourquoi des nations se sont engagées dans la guerre, qu'est-ce que c'était que le nationalisme en 1914 et sa force qui a conduit les nations à s'opposer de cette manière-là, avec les résultats qu'on sait, donc l'explication, le travail de compréhension, peut-être plus que le devoir de mémoire. On a Antoine qui nous dit sur Europe1.fr, c'est une manière de rester patriote, en tout cas pour lui, ce devoir de mémoire. Et Violette sur Twitter qui ajoute faire vivre le devoir de mémoire est bien via Internet avec les réseaux sociaux. C'est peut-être le seul moyen d'atteindre les jeunes. Bon, bah voilà, c'est pas le seul pour vous, ça j'en suis sûre, André Loeuse, l'historien, mais en tout cas, voilà, c'est une impression. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci La Grande Guerre, carnet du centenaire avec Nicolas Offenstadt chez Albin Michel, ouvrage passionnant. Vous apprendrez notamment que le barda, c'est un terme issu de cette Grande Guerre.